Lorsque Kagame dit au champ que Tshisekedi a été mal élu en 2023, j'ai envie de poser à Kagame, qui de celui qui a 73% et celui qui a 98% peut se prévaloir d'une bonne élection? Lorsque le chef de l'État disait que M. Kabila était le parrain de Nanga, les gens pensaient qu'il était en train de blaguer. Et il n'a pas fallu longtemps, lui-même s'est dévoilé être le véritable parrain de ces gens-là. Ma deuxième question, j'aimerais savoir, pendant cette période de guerre, si nos militaires sont permis à utiliser leur téléphone. Donc, M. Nanga ne peut pas avoir des revendications claires. S'il veut, il a des revendications qui se constituent en parti politique et qu'il attend 2028. Et 2028, tu pourras revenir, dire au peuple congolais, on ne vous a pas donné ceci, on ne vous a pas donné cela, votez pour moi, je ferai ceci, je ferai cela. Mais si on sort de ces pactes-là, qu'est-ce qu'on devient? Et c'est important. C'est pour cela qu'il faut veiller, il faut combattre l'intoxication, il faut combattre la manipulation de l'opinion publique, il faut combattre les fake news, il faut combattre la désinformation, la malinformation, il faut combattre la polarisation idéologique qui sévit généralement tous les jours ici, qui menace même l'équilibre national. Et c'est quand même dangereux parce que lorsque vous avez un ancien président qui soutient les terroristes et vous avez à côté un ancien chef de corps qui lui aussi devient rebelle ou terroriste, c'est quand même compliqué. Monsieur Nanga est chef de corps, il est comme moi. Il a géré une institution d'appui à la démocratie qui est la CENI, comme moi je gère aujourd'hui le CESAC. Alors dites-moi, comment vous allez vous sentir si demain vous apprenez que moi aussi, je vais à l'est de la République, je deviens un rebelle, alors que j'ai géré une institution d'appui à la démocratie. Le Sako Mambenga Oyaka Toto Ovesia Batamayele. Le conférencier de cet après-midi, il s'appelle Maître Christian Bosembe. S'il peut s'élever, on acclame très très fort pour lui. Il est le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça en sigle. Chers amis, c'est très important à vous signaler. Camarades 2, camarades idées, camarades idées, il est très important à vous signaler que le président Christian Bosembe, c'est un enfant d'ici. Il est le fils biologique de notre bâtonnier Bosembe. Il a étudié ici. D'ailleurs, c'est à l'université de Mbandaka qu'il a fait son premier cycle de droit. Si les étudiants de l'UNIMBA sont là, peuvent acclamer. C'est un fruit de l'UNIMBA. Un fruit de l'UNIMBA. Il est allé pour le deuxième cycle à l'INIKI. Il était le seul étudiant équatorien à avoir distingué à l'université de Kinshasa. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour lui? Actuellement, il est le seul chef de corps équatorien. Il est le deuxième chef de corps équatorien après Kengo Adondo. Dans l'histoire de notre grand Équateur, c'est seulement Kengo Adondo qui était chef de corps. Et après Kengo, c'est lui. Mais il faut aussi signaler qu'il est le chef de corps le plus jeune de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il est devenu chef de corps à 34 ans seulement. 34 ans. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort? L'Équateur a des potentialités. ISP, ISTER, INIMBA, ISTEM, il y a des potentialités. Il suffit de bien exploiter.
Voilà, mesdames et messieurs, très chers distingués invités, nous invitons l'orateur Maître Christian Bossembe sous vos applaudissements pour commencer son exposé. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je vais commencer mon petit discours. Monsieur le gouverneur ici représenté par le vice-gouverneur, toutes les autorités de la province, chers membres de la sécurité, monsieur le président intérimaire de l'Assemblée provinciale, cher comité de l'université de Mbandaka, monsieur le recteur et tout le monde, donc monsieur l'académique et les autres professeurs ainsi que CT et chers DG des institutions, merci de votre présence ici. Alors, nous sommes aujourd'hui, nous sommes là pour une réflexion que je considère essentielle, celle du rôle des médias en période des crises. Le pays est tiraillé. Parfois, vous le savez, c'est difficile de le dire, mais nous traversons l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. Mais c'est aussi un devoir patriotique qui nous revient à nous de décider de ce que nous allons devenir. Lorsque nous sommes tiraillés entre le devoir patriotique et la menace de la propagande, l'intellectuel a son mot à dire. Voilà pourquoi j'ai choisi l'université, parce que c'est un haut lieu du savoir. Ailleurs, ou même partout dans le monde, les grandes questions sont débattues à l'université. Pas dans la rue, mais c'est à l'université. Et lorsque les intellectuels parlent, ceux qui ne le sont pas écoutent. Et ça devrait être ainsi. Malheureusement, à un certain moment de notre histoire, nous avons transformé les rôles. La rue a commencé à dicter les choses et les intellectuels se sont tus. Et vous le savez très bien, la plus grande menace dans un pays, ce n'est pas la guerre, mais c'est l'atteinte à la capacité de penser, à la capacité de réfléchir. La plus grande pauvreté, ce n'est pas quand on a faim, mais c'est quand on ne peut plus réfléchir, quand on nous empêche de réfléchir. Or, lorsque l'université sèche, la société est perdue. Parce que l'université, c'est la boussole d'une nation. Et vous, en tant qu'étudiant, vous, en tant qu'intellectuel, vous avez un rôle. Le rôle que vous avez est spirituel. Le rôle que vous avez est métaphysique. Parce que demain, Dieu nous posera la question, qu'avons-nous fait de ce grand pays? Les larmes, les plaintes, les accusations, les justifications, ça ne résout aucun problème. Mais c'est plutôt la bravoure, l'envie d'en finir avec le mal, le besoin de corriger et de changer les choses, voilà ce qui détermine si un peuple va réussir ou pas. À une époque où l'information est une arme, comment distinguer la vérité du mensonge? Comment préserver la liberté de la presse tout en défendant l'intégrité nationale? Mais la grande question, c'est où s'arrête le patriotisme et où commence la manipulation? Comment faire la différence? C'est vrai, aujourd'hui, quand on regarde le média, des vraies questions qu'on se pose. Est-ce que le média inspire encore? Est-ce que le journaliste est-il encore cette personne ressource? Je l'ai dit quand j'ai rencontré les journalistes, à l'époque, les journalistes étaient des références. Quand ils parlaient, on les écoutait. Mais aujourd'hui, la parole d'un journaliste, est-ce que ça vaut encore? On ne sait pas pour qui il roule maintenant. Est-ce pour le pouvoir? Est-ce pour des intérêts partisans? Ou à la recherche de la vérité? Si c'est la recherche de la vérité, qu'est-ce que c'est la vérité en réalité? Nous devons avoir à l'esprit cette parole de George Orwell que vous connaissez tous. Il a écrit un merveilleux ouvrage intitulé 1984, qui est paru en 1949, où il dit, je cite, « C'est lui qui contrôle le passé, contrôle l'avenir ». Il est donc important pour nous de savoir, celui qui contrôle le présent a plus ou moins contrôle du passé. Mesdames et messieurs,
ce n'est pas un hasard. Si tous les régimes du monde, si toute la société, le combat a toujours été celui de contrôler l'opinion. Souvenez-vous de ce que Napoléon Bonaparte disait en son temps. Il disait, 6 médias de l'opposition sont plus dangereux que 6 baïonnettes. Et il disait, si je laisse la presse libre, je ne tiendrai pas au pouvoir 3 mois. Ça veut dire que la presse joue un rôle important dans une démocratie. Mais si vous ne tenez pas bien la presse, elle peut jouer un rôle de la destruction. Nous sommes en 1994. Vous vous rappelez si bien d'une radio qui a sémé la panique. Au niveau de la sous-région, la radio 1000 collines, un seul micro avait suffi pour écrire une mauvaise histoire, le génocide. Mais nous avons le même exemple avec l'apartheid, où les médias sud-africains ont joué un rôle plutôt de la réconciliation des peuples. Donc vous voyez que le média peut à la fois être une arme qui tue, mais aussi une source de paix. Tout dépend de comment on le gère. Ce qui veut dire, assurer une information libre et responsable est un défi. Ce n'est pas en principe une option, mais c'est un défi. Mais comment? Comment le faire? La question de la liberté de l'information est au cœur de nos débats. Depuis la nuit des temps, la grande question a toujours été, est-ce que nous pouvons comprendre un média libre où il faudrait contrôler les médias? Mais les auteurs, il y en a nombreux. Il y en a nombreux qui ont parlé de cela déjà. John Stewart, par exemple, nous enseigne. Il écrit un livre important de la liberté, que je vous recommande d'ailleurs de le lire. Il dit ceci. La vérité se renforce au contact de l'erreur. Ce qui veut dire, un journalisme libre est celui qui accepte la contradiction. La contradiction ne craint pas le débat. Et vous le savez, j'ai envie de vous dire encore un autre élément qui est très important. C'est dans un autre livre important que les philosophes lisent, même les juristes aussi. C'est le livre Hier et demain de Gustave Le Bon. Il écrit quelque chose de fabuleux. Il dit les divergences intellectuelles se supportent, mais les divergences sentimentales se soldent par la violence. Donc en réalité, nous devons être en mesure d'écouter l'autre. D'écouter l'autre sans forcément l'interrompre, mais sans forcément gober tout ce qu'il dit. Mais la capacité de laisser l'autre parler, la capacité de laisser l'autre exprimer sa liberté, c'est aussi une capacité que nous avons en tant qu'humains de laisser l'humanisme fonctionner. Mais la grande question est celle de savoir si la presse doit dénoncer, comment elle doit le faire, dans quelle mesure elle doit le faire. Est-ce que la presse doit tomber dans la calomnie parce qu'elle veut dénoncer quelque chose? Elle ne peut pas tomber dans la calomnie, comme je le dis tout à l'heure. Mais si elle doit alerter, est-ce que ça veut dire qu'elle doit sombrer dans la manipulation? Alors, est-ce que la responsabilité des journalistes aujourd'hui, on peut le dire, est telle que vécue par, telle que dit d'ailleurs par Albert Camus, qui disait déjà en son temps, en 1950, si vous vous rappelez, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est ajouter quelque chose au malheur du monde. Et c'est ainsi que le journaliste a un pouvoir sacré. Aujourd'hui, tel que vous êtes là, figurez-vous, vous lisez dans un journal, vous lisez, vous entendez une émission, vous suivez une émission où on dit le recteur de l'UNIMA a volé l'argent. Vous comprenez? Où on dit M. Bossépe a détourné. Regardez un peu la grandeur de l'information. Alors supposons que cette information ne soit pas vérifiée. Est-ce que vous voyez les dégâts que cela peut causer? C'est là la responsabilité du journaliste, de vérifier d'abord sa source. Parce que si les journalistes ne vérifient plus sa source, ça devient très compliqué, nous n'allons plus nous en sortir. Il y a donc une frontière entre le patriotisme et la manipulation. Mais comment situer cette frontière? Mesdames et messieurs, où s'arrête le devoir du patriotisme et où commence la manipulation? Nous avons plein d'exemples à vous donner où la presse a été instrumentalisée, que ce soit par le pouvoir ou par l'opposition. Vous n'avez qu'à lire le livre d'Adolf Hitler, que vous connaissez tous, un livre écrit en prison, Mein Kampf. Il est si bien clair sur la question. Il dit « Le mensonge le plus audacieux finit par être cru s'il est répété plusieurs fois. » Lorsqu'on répète plusieurs fois un mensonge, vous pouvez croire que c'est comme ça. Moi, j'étais encore une fois à Kinshasa. J'apprenais ici qu'à l'Équateur, il n'y avait rien. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. C'est vraiment un village, et ainsi de suite. Pourtant, je suis le fruit de l'Équateur. Et j'entends les gens dire. Et à un moment donné, vous entendez tellement la même chose que vous risquez de croire.
Je suis allé postuler dans un média à l'époque, quand je suis allé à Kinshasa. Le média m'a dit, le directeur de ces médias m'a dit que je montais, qu'à Mbandaka il n'y avait pas de radio, qu'il n'y avait pas de radio. Qu'il n'y avait pas de radio, pas de télé, et ainsi de suite. Il m'a refusé, il a dit que j'ai menti. Je lui ai dit, mais je n'ai pas menti. Je viens de Mbandaka, j'ai été journaliste. Il dit, non, mais chez vous, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé, vous avez menti. Donc, dans sa conception, nous sommes dans une forêt où lorsque nous avons faim, il suffit d'aller juste derrière, il y a certainement un singe qui nous attend, et puis juste à côté, il y a un bananier, et nous mangeons, et puis c'est tout. Et ça, c'est la conception des gens. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui pensent encore à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de mensonges sur la question que ce mensonge devient la vérité. Mais en réalité, le mensonge ne deviendra pas la vérité. Ce n'est pas parce qu'un tronc d'arbre est resté longtemps dans un fleuve que ça deviendra le crocodile. Ça restera un tronc d'arbre. Mais la capacité que nous avons, notre responsabilité alors, c'est laquelle? Notre responsabilité, en tant que garant de l'information, c'est de vérifier. C'est de dire aux journalistes, ne sortez pas de la ligne, ne sortez pas du cadre, restez dans votre cadre. Et c'est ainsi que parfois les gens pensent que je suis un dictateur. Non, je ne suis pas un dictateur. J'ai été forgé dans l'ordre et dans la discipline. Et j'ai été forgé où? Ici à Mbandaka. Je n'ai donc aucun complexe, que ce soit à l'étranger ou ailleurs, j'ai dit la même chose. Je n'ai pas besoin de falsifier mon CV pour dire que je viens d'ailleurs. Je suis de Mbandaka, je suis Mbandaka. Ce que Mbandaka est, je le suis. Ce que Mbandaka pense, je le pense aussi. Et si le monde était à refaire, je reviendrai encore ici, 1 million de fois, sans aucun complexe. Et je crois que vous, en tant qu'étudiant, vous devrez être fiers de Mbandaka. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Mbandaka qui vous détruit. Et ce n'est pas non plus Mbandaka qui vous ennoblira. Ça sera votre décision de faire de Mbandaka ce que vous voulez que Mbandaka devienne. Donc au lieu d'attaquer Mbandaka, Mbandaka n'a pas d'eau, Mbandaka n'a pas d'électricité, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait pour Mbandaka? Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est John Kennedy qui le dit. Le problème, ce n'est pas une ville qui fera pour vous quelque chose, c'est vous qui allez faire de l'Inumba quelque chose, ou de Mbandaka quelque chose. Et dans chaque action que nous faisons, posons-nous toujours des bonnes questions. Que dire de ce média en cette période sociopolitique, cette période difficile? Et vous le savez, dans les périodes de crise, la presse peut être une arme de paix ou une machine de guerre. Et si vous regardez, vous lisez les livres de l'art de la guerre, un vieux livre qu'on utilise dans tous les domaines de la vie aujourd'hui, que ce soit dans le marketing ou dans le droit ou ailleurs, Sun Tzu est clair sur la question. Il dit, l'ultime victoire est de conquérir sans combattre. En réalité, la presse devrait convaincre, sans forcément faire de bruit, sans utiliser les autres éléments qui n'ont rien à voir avec la presse. Vous n'avez qu'à suivre les médias aujourd'hui pour vous en rendre compte. Quand on parle politique, on invite, les journalistes parfois s'invitent dans les lits des gens. Ils s'invitent dans la vie privée des gens. Il n'y a plus de limites. Quand on est journaliste, on pense qu'on est hors la loi. Le journaliste n'est pas un hors-la-loi. Le journaliste est un homme ordinaire. Seulement, il s'est consacré, il a donné une mission, il a une mission extraordinaire. Et nous devons donc veiller à ce que ce journaliste ne devienne pas un hors-la-loi, mais que ce journaliste reste dans le cadre formel de son travail. Et c'est important. C'est pour cela qu'il faut veiller. Il faut combattre l'intoxication. Il faut combattre la manipulation de l'opinion publique. Il faut combattre les fake news. Il faut combattre la désinformation, la malinformation. Il faut combattre la polarisation idéologique qui sévit généralement tous les jours ici, qui menace même l'équilibre national. Il y a longtemps, en 1975, quelqu'un s'est étonné, il s'appelle Michel Foucault, il le disait d'ailleurs si bien, nous devons donc veiller à ne pas devenir les instruments. Parce que derrière une vidéo, derrière un tweet, se cache une volonté. Et lorsque vous relayez cette volonté-là, ça devient un problème. À Kinshasa, nous avons pris une mesure, nous, au niveau du CESAC, d'interdire toute diffusion des émissions sur les opérations militaires. Ce n'est pas dans l'idée de restreindre les libertés, non. Mais c'est simplement l'idée de conserver la paix et la tranquillité que nous avons. Aujourd'hui, je l'ai dit aux journalistes, lorsque un journaliste veut parler de l'agriculture, il invite un agriculteur sans problème. L'agriculteur vient et pose des questions.
Lorsqu'on veut inviter un plombier, disons on veut parler de tuyauterie et tout le reste, on appelle un plombier. Quand on veut parler de l'académie, on appelle les recteurs, on appelle les scientifiques. Mais ce qui est étonnant, quand on veut parler de l'armée, des opérations militaires, on appelle des phytothérapeutes, de quados, de maçons, qui viennent discuter sur des questions difficiles comme cela. Et nous avons dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut donc arrêter. Et en ce moment-là, les journalistes crient à la dictature. Mais ce n'est pas de la dictature. Souvenez-vous du livre de Léviathan. Léviathan le dit très bien à Thomas Hobbes. Il dit, lorsqu'un peuple ne sait pas lâcher un tout petit peu, donc c'est-à-dire lorsqu'un peuple ne sait pas laisser un peu sa liberté pour conserver sa sécurité, eh bien la sécurité nationale, si vous voulez, la sécurité dans son ensemble perdra tout son sens. Donc il faut à un moment donné accepter de perdre une portion de la liberté pour garantir la sécurité. Sinon, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de journaliste. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'école. S'il n'y a pas de sécurité, les barreaux n'existent pas, même si le bâtonnier est là. Figurez-vous que le pays tombe maintenant. Mais est-ce que l'avocat va les payer où? Sous les crépitements des balles, quel est ce commerçant qui vendra? Sous les crépitements de balles, quel est ce médecin qui va opérer? Ça veut dire l'insécurité généralisée détruit tout. Et on ne peut pas. Voilà pourquoi aux États-Unis, par exemple, avec le Patriot Act, ils ont essayé de réduire certaines libertés pour garantir la sécurité. Et nous, on l'a fait. Et on continue à le faire. Les gens s'étonnent. Mais posons-nous la question. En Israël, comment les médias fonctionnent pendant la période de guerre? En Russie, en Ukraine, en France. Tous ces médias-là suivent des logiques, suivent une directive. Et pourquoi on ne le ferait pas chez nous? Et c'est ça qui est malheureusement dangereux, et très dangereux. Le rôle de l'Église dans ce débat, le rôle des leaders religieux et les autres leaders d'opinion, j'ai envie de vous dire ici que dans des périodes de troubles, le rôle des pasteurs, le rôle des prêtres, le rôle des imams, ce rôle est fondamental. Parce que quelqu'un disait, et c'est déjà Saint-Augustin, il disait « La paix est le bien suprême des cités humaines ». Souvenez-vous, dans son livre « La cité de Dieu », il le disait aussi clairement que cela. Mais regardez ce que les prêtres, et certains prêtres le font aujourd'hui. Mais c'est quand même une attitude irresponsable. En tant qu'intellectuel, on doit le dénoncer. Je suis président d'une institution d'appui à la démocratie. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec nos prêtres, c'est totalement irresponsable. Avez-vous déjà vu le prêtre russe aller voir Poutine et prendre une photo avec Poutine et sourire? La grande question, ils partent chercher quoi chez Poutine? Ils partent incliner l'Ukraine ou ils partent légitimer la prise de la Crimée? Qu'est-ce qui est réellement, quelle image que l'on doit retenir? Avez-vous déjà vu le prêtre américain aller à côté de Ben Laden ou essayer de légitimer Ben Laden? Avez-vous déjà vu le prêtre français aller chercher à légitimer Charlie Hebdo? Mais nos prêtres l'ont fait. Certains, pas tous d'ailleurs, ils l'ont fait. Au nom de quoi? La paix doit avoir un prix. Et vous le savez très bien. Une paix obtenue par un stylo se perd généralement par un stylo. Mais une paix obtenue dans un champ de bataille, elle est conservée très longtemps. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Machiavel qui le dit d'ailleurs. Et c'est à nous de le savoir, c'est à nous de confirmer ce que nous voulons véritablement. La paix, on ne la discute pas. La paix, ça ne se négocie pas. Biso tozaba nambandaka, n'est-ce pas? Entre nous, tant que tu as 12 heures de Kendindaka, moninga oya bonio ubimi ilonjo okoyeba ke owana atandele na kosakana na ete. Mais soko boyokani bon to bunda te mokole ezali okubunda kaka. Mais soki bosi boyokisani déjà bosi bomisani ba échange bomi pesani biloko ya bien bokolotana na kobanga nyonso obi ke wana betaka ngamba malona na komekate. Et c'est comme ça avec la paix aussi. Ce ne sont pas les stylos qui font la paix. Winston Churchill l'a dit, la paix, on ne la négocie pas. Et donc, les prêtres devraient en principe jouer le rôle de consolider. Mais qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui? J'ai entendu un prêtre dire que les soïphones sont menacés au Congo. Mais ce sont des discours de haine et que nous ne pouvons pas cautionner. À partir de quel moment les soïphones ont été menacés chez nous? Et je dois dire à l'intellectuel congolais, arrêtez de croire qu'ils triplent
tribu a déjà gagné les élections au Congo. Aucune tribu n'a déjà gagné les élections. Aucune. Mobutu n'avait pas été élu ou il n'avait pas pris le pouvoir parce qu'il était Ngala. Non. Et celui qui est resté 32 ans au pouvoir, ce n'était pas les Bangala. C'était un monsieur Mobutu. Lorsque Kabila le père a pris le pouvoir, ce n'était pas les Katanga qui avaient pris le pouvoir. C'était un fils du Katanga qui a pris le pouvoir. Aujourd'hui, Tshisekedi est au pouvoir, ce n'est pas les Luba qui sont au pouvoir. C'est monsieur Tshisekedi qui est au pouvoir. Alors, si vous continuez dans la logique d'associer les gens à leurs tribus, dans leurs ethnies, c'est-à-dire que vous cautionnez le tribalisme et vous nous détruisez. Et nous ne pouvons pas être une nation lorsque la fanfare, lorsque le cri et la sonnerie, le bruit du tribalisme continue à crier. Nous devons nous regarder comme des Congolais et non comme appartenant à une tribu ou à une autre tribu. Un Moussoïli ici à l'Équateur est chez lui. Vous n'allez pas dire qu'il n'est pas chez lui, il est chez lui. Un Mungala qui se trouve à Goma, il est chez lui. La preuve, monsieur le bâtonnier était commandant de la ville à Goma, parce que je suis né là-bas. C'était chez lui aussi. C'est comme ça que naît le sentiment patriotique. Mais tant qu'on se regarde encore dans le nom, et ça détruit. Nous ne nous regardons pas comme frères, on se regarde comme des étrangers. Et c'est ça qui est dangereux. Et je vous invite à ne pas céder à cela. Donc l'Église doit rappeler aux fidèles l'importance de la vérité. C'est vrai. Mais le premier rôle de l'Église, ce n'est pas de faire la politique. Le premier rôle de l'Église, c'est de préparer l'épouse à la venue du Christ. Ça, c'est le premier rôle. Ce n'est pas de faire la politique. Sinon, nous avons donné beaucoup de pouvoir à l'Église. Beaucoup de pouvoir à l'Église au Congo. Beaucoup de pouvoir. Je ne vais pas être étonné demain si l'Église demande un quota dans l'armée. Ça ne va pas m'étonner si demain l'Église commence à dire dans la police, il faut qu'on mette autant de généraux. Et ça va être très dangereux. Nous ne sommes pas le seul pays à avoir des églises catholiques. Tous les pays ont des églises catholiques. Mais pourquoi l'église catholique ne se comporte pas comme ça ailleurs qu'ici? L'ordre et la discipline, c'est ça la clé d'un État. Il y a aussi la responsabilité de l'opposition. Et je vais terminer par là. La responsabilité de l'opposition dans une période de crise. Dans ma tournée, je me suis dit qu'il fallait qu'on sensibilise les gens, surtout les acteurs politiques, que j'ai rencontrés plusieurs fois pendant que je suis au CESAC. J'ai rencontré plusieurs opposants. Mais le problème avec l'homme congolais, il faut qu'on le dise à l'université. L'homme congolais est apte à obéir à la loi que si c'est lui qui dicte la loi. S'il ne dicte plus la loi, ce n'est pas lui. Donc la loi devient un problème. Jusqu'à ce que vous avez un ancien président qui n'a pas pu, qui n'a pas géré le pays convenablement, qui n'a pas sécurisé le pays, qui a déstructuré, désarticulé le pays. Aujourd'hui, il se présente comme un bouclier du M23. Jusqu'au point de légitimer le M23 en disant que c'est un mouvement de Congolais. Depuis quand le M23 est un mouvement de Congolais? C'est parce qu'on a mis un Congolais, un pantin congolais qu'on a présenté pour congoliser le mouvement que ça devient un mouvement congolais. Et qui le dit, c'était un ancien président. Chers étudiants, peut-être vous ne voyez pas la gravité de fait. La gravité, c'est ceci. Vous avez un Bill Clinton qui légitime le 11 septembre 2001. Vous avez ici un Sarkozy qui légitime un peu la prise de Charlie Hebdo et le reste. Vous avez ici un président, un ancien président russe qui comprend un peu ce que l'Ukraine fait. Ou vous avez la dame qui a dirigé l'Ukraine qui aujourd'hui essaie de comprendre les velléités de Poutine. C'est ce qui se passe dans notre pays. Et si nous n'arrivons pas à comprendre que c'est extrêmement dangereux, alors on n'a rien compris. Un ancien président est régi par ce qu'on appelle la loi des anciens chefs de l'État. Et l'article 5 nous lie nous tous, y compris moi qui suis chef de corps. Ça nous lie. Ça veut dire une fois que je quitte mon pouvoir, je n'ai plus le droit de me prononcer sur des choses qui divisent la nation. Et M. Kabila a rompu cet acte-là. Il a rompu en parlant et en prenant position contre l'État qu'il a dirigé pendant 18 ans. J'ai envie de poser des questions. Quel est l'aspect, le secteur que M. Kabila a laissé convenablement dans notre pays? Il a désaxé l'armée, complètement désemparée. Mobutu a laissé, il semble, selon les statistiques, à peu près 20 groupes armés, dont 6 ou 7 étaient plus ou moins actifs. À l'époque de Kabila le Père, on parle
d'une vingtaine ou une trentaine, à la limite une cinquantaine. Mais Joseph Kabila est parti, il a laissé 120 groupes armés. 120. Et c'est lui qui revient aujourd'hui donner des leçons de sécurité, de protection. On ne comprend plus rien. Et le rôle de l'opposition, ce n'est pas ça. Le rôle de l'opposition, c'est de protéger, de proposer, de contredire. Voilà pourquoi nous, au CESAC, à Kinshasa, lorsque vous êtes contre le régime, on ne vous attaque pas. Lorsque vous dites qu'il y a mal gouvernance, on ne vous attaque pas. Lorsque vous dites qu'il y a corruption, on ne vous attaque pas. Mais c'est quand vous commencez à prendre position, et vous commencez à relayer les propos de l'ennemi, en ce moment-là, nous vous fermons. Goma est tombé, il n'a rien dit. Bukavu, il n'a rien dit. Aujourd'hui, je vous parle, 7000 morts enregistrés. Monsieur Kabila, silence radio. Mais tout simplement parce que la communauté internationale, les Nations Unies ont sanctionné le Rwanda, tout de suite ils se lèvent en disant que ce n'est pas une bonne chose de sanctionner, il faut trouver une autre solution. C'est quoi la solution qu'il faut trouver? Et quelle est la solution des 7000 personnes qui sont décédées? Comment le prêtre, certains prêtres, trouvent anormal des propos qui considèrent des génocides, disons d'insultants, de méchants, d'haineux, mais la machette qui tue les gens à l'Est, le prêtre ne le dénonce pas. Et c'est quoi la logique? Et je terminerai en disant, il parle de la tyrannie. Par exemple, il dit, Tshisekedi est un tyran. Mais je ne comprends pas, là c'est la mort qui se moque quand même du cadavre. Comment un tyran, vous avez rendu des hommes ici apatrides, M. Katumbi était un apatride, vous le savez, il a fui, il n'a pas pu se présenter aux élections. Mais c'est le dictateur que vous considérez dictateur qui lui a rendu son passeport et qui l'a demandé de revenir au pays. M. Franck Diongo était arrêté, torturé ici, on l'a libéré. Et bien d'autres opposants qui étaient arrêtés et tout ça, on les a libérés. À partir de quel moment un démocrate arrête les gens et les tyrans les libèrent? C'est ça le contraste. Et dans le média, ces genres de discours ne peuvent pas passer. Voilà pourquoi nous vous invitons, cher peuple, à la résistance. Mbandaka ça a toujours été quelque chose de formidable pour moi d'abord, mais aussi pour le pays. Regardez l'appel du chef de l'État. Vous avez été le premier, sinon l'un des premiers à enrôler des jeunes dans l'armée. C'est Mbandaka encore une fois. Et ça, c'est le patriotisme, c'est l'expression du patriotisme. Et c'est dans le sang de l'Équatorien. C'est dans son sang. C'est pourquoi moi, je vous invite encore au travail. Je vous invite encore à éviter la manipulation. Je vous invite à éviter tous les discours qui vont dans le sens de déconstruire notre unité nationale. Le peuple doit être mûr à la résistance. Résister. Les médias étrangers que vous avez suivis depuis un certain temps, qui, pendant un moment donné, inoculaient des venins de la division, nous avons pris des mesures courageuses. Aujourd'hui, vous avez vu, le tour du Rwanda ne passe plus. Et nous avons pris la décision d'arrêter. J'ai personnellement appelé le responsable de Canal+, je lui ai dit, TV5, ça ne passera plus. Et que si ça passe, nous n'avons plus besoin de voir les tours du Rwanda chez nous. La même chose, j'ai appelé, comment on appelle ça, Al Jazeera, j'ai dit, c'est fini, Al Jazeera ne passera plus. On a fermé toutes les chaînes rwandaises ici chez nous. Et nous continuons à le faire. Parce que nous estimons que le Congo est un pays souverain et doit consommer une information plus ou moins crédible. Et nous avons dit à tout le monde, lorsque vous diffusez un contenu rwandais, c'est votre média qui sera fermé. Et il n'y a pas de réflexion là-dessus. On le fait et on agit. Et le plus important, c'est agir quand il faut. C'est pourquoi je dis que nous avons un choix fondamental. Un choix fondamental à faire. Est-ce que nous voulons une presse qui est claire ou une presse qui est aveugle? La presse qui est claire, c'est celle qui dit la vérité. Celle qui met l'accent sur des choses importantes. Et la presse qui est aveugle, c'est celle qui fait le choix de la musique inutile en cette période. D'un contenu qui n'a pas de sens. Et je vais terminer tout en rassurant que le CESAC est une institution d'appui à la démocratie. Je m'appuie sur cette phrase de Voltaire qui disait « Même si je ne suis pas d'accord avec vous, je me battrai pour que vous disiez ce que vous voulez dire. » Le CESAC, ce n'est pas un organe de quelqu'un. Nous sommes une institution d'appui à la démocratie. Nous ne sommes pas une corporation de journalistes. Nous, ce qui nous concerne, c'est la démocratie, l'élan de la démocratie.
J'en ai parlé au gouverneur et je continue à exhorter les autorités provinciales de continuer à être tolérants vis-à-vis de la presse, vis-à-vis de la contradiction. Mais qu'ils soient aussi exigeants pour que la presse ne soit pas utilisée comme une arme de destruction, comme une arme de la discorde. Je l'ai dit au coordonnateur provincial du CESAC, un média qui passe son temps à insulter, à envenimer la situation, à monter les tribus les unes contre les autres, monsieur le cordon, ce média n'a pas sa raison d'être. Nous avons besoin d'un média qui nous éduque, un média qui nous informe, un média qui cultive les esprits, pas un média qui nous abrutit, pas un média qui nous imbécilise. Que Dieu bénisse les RDC. Merci. Merci pour la parole. Moi, c'est Jenny Molibo, étudiante en deuxième doctorant dans la faculté de la médecine. J'ai une forte tristesse avant de commencer. Excellence, Monsieur le gouverneur intérimaire, le président de l'Assemblée provinciale, le membre de sécurité, chers confrères étudiants et étudiantes, avant de commencer, je vous prie de vous lever une minute de silence pour rendre hommage à nos sœurs de l'Est victimes de la génocide, s'il vous plaît. Merci, merci. Si j'aimerais poser des questions, en tout cas j'aurais beaucoup de questions à poser, mais là j'ai 3 questions à poser. J'aimerais poser au président de la CESAC s'il y a un salaire pour le journaliste, parce que là j'ai constaté ici à l'Équateur, il y a certains journalistes qui font preuve de l'anti-valeur. Vous devrez savoir, un journaliste qui devient un journaliste de WhatsApp, injurier et après recevoir un petit rien à la fin. Ma deuxième question, j'aimerais savoir, pendant cette période de guerre, si nos militaires sont permis à utiliser leur téléphone, parce que là, sur les réseaux, on voit les militaires faire des vidéos. Est-ce que, j'aimerais poser aux autorités de la sécurité, est-ce que vous ne voyez pas que là, on peut les localiser et avoir leur position directement pour les attaquer? Est-ce qu'ils sont vraiment permis d'utiliser leur téléphone? C'est ma deuxième question. Et puis, ma troisième question, j'aimerais poser au président de la CESAC si, durant cette période, on ne les voit pas vraiment actifs, parce que moi j'ai l'habitude de suivre ces astuces sur TikTok, partout, dans ces plateformes, mais je ne les vois pas vraiment actifs que le ministre de la Communication, et pourtant c'est lui qui est le président, il pouvait nous transformer l'information pendant cette période. Et pour finir, je m'adresse directement au président de la République. Monsieur le président de la République, nous, étudiantes de l'INIMBA, en tout cas, on vous avait voté cette fois-ci. Alors, comme le président vient de dire maintenant, les abbés, les évêques, les pasteurs ont suivi ces chemins. Mais pour moi, je pensais que les abbés pourraient se faire passer comme des victimes. Parce que devant Nanga, moi je ne peux pas rire, rigoler, parce que j'ai vu nos frères mourir, nos frères partir, tuer. Mais là, j'ai vu des prêtres, des pasteurs, les embrasser et leur pleurer, ça m'a fait mal. Alors qu'ils pouvaient se faire passer pour des victimes. Et puis, Excellence, Monsieur le Président de la République, jusqu'à présent, Excellence, Monsieur le Président de la République, on ne sait pas si on peut prendre quel chemin, la paix ou soit la guerre, parce que vous ne nous avez rien dit. Merci. Monsieur le Président, chers conférenciers, avec beaucoup de respect que je vous dois, vous avez été beaucoup plus occidental. Vous n'êtes pas vraiment africain, je dirais congolais. Vous avez cité beaucoup d'auteurs occidentaux, mais aucun auteur congolais ou soit africain. Je ne sais pas, êtes-vous occidental? Je ne sais pas. Ou congolais? Ça me fait du mal au cœur.
Alors que nous avons beaucoup de scientifiques, nous avons les DG qui sont là, qui ont écrit des livres. Il a fallu citer même leur nom. Ah, monsieur les conférences, ça m'a fait vraiment du mal. J'ai failli pleurer là-bas. Vous êtes trop occidental. J'ai une question. Peut-être ça peut être deux. La première question, parce que vous parlez des médias. Suivez-moi la question, monsieur le président. Quelles sont les données chiffrées et statistico-mathématiques que vous aviez dit pour dire que les médias font face à une pression? Les données chiffrées, parce qu'on doit avoir les données chiffrées et statistico-mathématiques. Vous nous démontrez ici. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est en termes de pistes et de solutions. Vous avez été trop pastoral. Moi, j'aimerais que vous soyez à la hauteur, comme toujours, de nous donner des pistes et des solutions par rapport à la question du jour. Vous n'avez donné aucune piste de solution. Comme scientifique, il faudra aussi proposer. Après avoir parlé, on propose. Et Monsieur le Président, il a fallu remercier l'Église catholique. Je ne suis pas catholique, permettez, mais j'aime cette Église pour sa modération. Elle joue un rôle qui va de soi, mais il a fallu toujours donner ou soit remercier cette Église pour le rôle de paix qu'elle joue. Parce que, bien que dans des missions, je ne vais pas ici tomber dans le langage politique, mais dans le cadre de la paix, cette Église joue ses rôles. Elle ne veut pas qu'il y ait des sang de Congolais. Voilà pourquoi elle joue ses rôles de paix. Monsieur le Président, j'aimerais citer en disant cet adage. Comment peut-on diriger si un homme n'a pas réussi sa propre vie? Si le charisme n'est pas accompagné de la volonté d'aboutir, et si les idées ne sont que de pires théories. En somme, Monsieur le Président et chers conférenciers, qu'est-ce que vous avez apporté de manière pratique? Parce que nous sommes fatigués des discours. Pour nous qui sommes jeunes, réunis pour honorer votre invitation. Je vous remercie. Je suis Moïse Bozanjo Manouka, jeune leader scientifique éveillé. On acclame pour lui. Commencez d'abord par vous présenter et poser votre question. Évitez des questions kilométriques. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour l'accord de la parole. Je commencerai tout d'abord à me présenter. Je suis Grady Manon Amokouya, étudiant en LD, LMD, gestion des entreprises à l'ISP Mbandaka. Je remercie les conférenciers, le président Christian Bosembe pour son exposé. Ça a été pour nous un énorme plaisir de pouvoir participer à une conférence pareille en tant que jeune scientifique. Je ne serai pas trop long. Je n'ai qu'une seule question que je vous pose. On avait suivi l'ancien président et j'ai au moins une petite question à vous poser quant à ça. Comment avez-vous trouvé les propos de l'ancien président sur les terroristes lors de son interview d'hier? Donc comment avez-vous trouvé les propos de l'ancien président sur les terroristes? Chef de travaux John Moluka de l'ISP Mbandaka. Premièrement, c'est une observation et une seule question que j'ai sélectionnée à se proposer à l'excellence Maître Bosembe. Premièrement, félicitations. Et vous entendre parler,
je me suis rendu compte de votre narration, des livres que vous avez pu relever dans votre allocution, que Mens Alitu Diskendo. Et vous écoutez, Mens Alitu Diskendo veut dire que l'esprit se nourrit par la lecture. Si vous voulez bien parler, il faut bien lire, il faut beaucoup lire. Et aujourd'hui, je suis emmené, et emmené ici, ça commence par E-M, double M. Je suis emmené à comprendre que cette dame-là en Israël avait bien parlé, et mes propos ici s'adressent à Maître Bossembe, doyen. Heureuse le mamelle qui ont allaité cet enfant. Cette compréhension, il n'y a pas que Maître Bossembe qui est géniteur, le directeur général, pardon, le recteur de l'université de Lubumbashi, pardon, permettez-moi. Je suis venu aussi de Lubumbashi. Le recteur, je vous l'ai dit, le recteur de l'université de Mbandaka doit aussi tirer profit de cette allocution. Heureuse les mamelles qui ont allaité cet enfant, parce qu'il a commencé son parcours estudiantin ici à l'UNIMBA. Donc l'UNIMBA aussi est capable de donner de bons fruits dans le monde. UNIMBA, université. Université vient du grec cosmos. Cosmos, c'est le monde. Donc, quelqu'un qui vient de l'université, c'est-à-dire vient du monde. Il a des connaissances partout. Et je vais terminer cette observation pour dire Ilum oportet crescere. Il faut que lui aussi grandisse. Pourquoi je l'ai dit? C'est mon ancien élève. Je l'ai enseigné à l'EDAP. Et maintenant, il m'a dépassé et cet adage latin est concrétisé. Il faut que lui aussi, Bossembe, grandisse. Et aujourd'hui, il a fait preuve qu'il a grandi. Excellence, qu'est-ce qu'on fait de Mbandaka au lieu de critiquer? La personne qui tient ses micros, en 2011, a fait les taxis moto, assistant à l'ISP. Je suis l'initiateur des taxis moto ici à Mbandaka. J'ai constaté qu'il y avait un vide sur le plan des transports. Et j'ai vu le gouverneur Baende et on a activé aujourd'hui, il y a même des militaires, il y a des commerçants qui font cet exercice. C'est moi l'initiateur. Vous pouvez acclamer pour moi. Parce que généralement, vous êtes venus ici par moto. Alors, la question est la suivante. Je vous ai très bien suivi, mais je voudrais que vous puissiez nous dire le nom dit de votre thème. Quelle est la ratio legis? Qu'est-ce que vous voulez nous donner? Quelle est votre intention quand vous avez élaboré ce thème? Je pense que vous aurez éclairé notre lanterne. Merci beaucoup. Le C5 a plusieurs délégués. Hein. Nous venons de plusieurs endroits. Il y en a qui viennent de l'Assemblée nationale, il y en a qui viennent du Sénat, il y en a qui viennent du barreau, il y en a d'autres qui viennent de la magistrature, il y en a qui viennent de la corporation de journalistes, l'UNPC, il y en a qui viennent des patrons des médias, il y en a qui viennent aussi de la presse écrite. Et puis, le chef de l'État a un seul délégué. Et le délégué du chef de l'État, c'est moi. Donc, lorsque nous formons cette institution, nous organisons une élection et il y a un président, ce qui a été le cas avec moi. Mais la question des salaires, ce n'est pas nous ne travaillons pas sur la question. Mais nous veillons à ce que les médias soient viables. C'est ainsi que prochainement, quand je viendrai ici, probablement, avec le cordon, nous allons travailler pour la viabilité des médias. Et je l'ai dit à Kinshasa, il faut qu'on ferme certains médias qui n'ont pas d'importance. Les médias qui n'ont pas respecté la déontologie, des médias qui n'ont pas de sièges, des médias qui n'ont pas d'instruments, des médias qui n'ont absolument pas d'adresse. Des médias malades comme on appelle, ou des laptopeurs, on va arriver à les fermer pour laisser la place aux vrais médias, c'est-à-dire aux vrais journalistes. Quand on aura peu de médias, la compétitivité va chasser les journalistes, on va dire, les médiocres. Ils vont partir eux-mêmes. Parce qu'un journaliste ne vend pas son information. Lorsqu'un journaliste commence à insulter, ce n'est pas un journaliste, c'est un charlatan. Et vous dites,
l'utilisation des téléphones des militaires. Nous sommes en train de discuter avec l'armée au niveau national pour voir dans quelle mesure on peut, à la limite, demander aux militaires de ne pas utiliser leurs téléphones quand ils sont dans leurs opérations. Pas forcément pour être localisés, l'armée c'est la superstructure, mais c'est simplement pour ne pas démoraliser certaines personnes. Parce que lorsque l'ennemi connaît votre jeu, l'ennemi peut habiller des gens qui vont faire passer pour des militaires et qui vont commencer à faire des vidéos d'autoflagellation. Donc nous sommes en train de travailler et nous sommes assez avancés sur la question. Alors, vous dites que vous ne me sentez pas dans... Non, mon travail c'est la régulation. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, je suis le régulateur. Mon travail c'est de voir est-ce que le média fonctionne dans les bonnes conditions. Est-ce que le média dise les choses comme il faut? Est-ce que le média ne dérape pas? Ça c'est mon rôle. Donc vous allez me voir plus ou moins dans ça que dans autre chose. Ça arrive en tant que citoyen que l'on s'exprime, mais notre travail est véritablement celui-là. Monsieur Moïse, je commence par nous excuser pour le temps avec lequel on a commencé, c'est-à-dire le retard. Veuillez véritablement nous excuser pour ça. Je vous demande vraiment pardon. Et je crois que dans les prochaines sessions, nous allons essayer de respecter l'heure et pour ne pas vous fatiguer. Je crois que merci beaucoup, merci de nous excuser. Alors, vous parlez le thème, nous n'avons pas respecté le thème. Non, mais si vous lisez, vous allez vous rendre compte que nous avons parlé de la manipulation, nous avons parlé de ce que le média doit comprendre, nous avons dit comment on doit concevoir une information, on a parlé des risques lorsqu'une information est mal donnée, et ça nous l'avons fait. Et alors il ne faudrait pas confondre le sujet et un thème, c'est deux choses totalement différentes. Le thème, quand on l'a, ça peut être un court thème, mais quand on développe, on peut aller un peu dans plusieurs éléments. Donc c'est important de le comprendre. Alors vous dites que je suis occidental. Je ne peux pas être occidental, mon nom c'est Bosembe Nkanto. Je suis le fils de Philippe Bosembe Isenkalaban Kanakema. Je ne peux pas être occidental. Mais j'ai sélectionne mes auteurs en fonction de la thématique. Vous avez parlé du DG de l'ISP, un grand cerveau. Mais si le DG n'a pas écrit sur la presse, comment voulez-vous que je les cite? Je ne peux citer que ceux qui ont écrit sur la presse. Et c'est ça que donc, ne vous en faites pas pour ça. Je suis autant conservateur comme vous n'avez aucune idée. J'ai appris la bomotologie et on enseigne la bomotologie. Je fais l'anthropologie, c'est-à-dire la science de nos ancêtres, de notre nous intérieur. Et je suis celui qui combat, bien évidemment, toute cette histoire que vous parlez là. Donc, je ne suis pas un occidental, je suis fier d'être congolais, fier d'être équatorien, fier d'être le fils de mon père. Je n'en fais pas. Alors, vous parlez des données, les données statistico-mathématiques. Écoutez, les chiffres, on peut faire dire aux chiffres ce que l'on veut. Et les chiffres disent ce que nous voulons que les chiffres disent. Le problème, c'est que nous avons fait un constat. Et ce constat-là a été répertorié, a été documenté. Ce n'est pas en termes d'un média, 2 médias ou 10 médias. Non, c'est une tendance générale. Et la tendance générale, c'est cette tendance de la manipulation carrément. Et nous avons fait un travail de titan depuis les 2 ans que je suis à la tête de cette institution. Et vous avez demandé de savoir ce que nous avons déjà fait. Mais nous avons fait des choses, je l'ai cité ici, je vous ai dit combien nous avons rationalisé la presse aujourd'hui, les médias aujourd'hui. Allez-y à Kinshasa, faites un tour. Le journaliste, avant de dire un truc, avant de commencer une émission, il sait déjà que non, sur la salle Bouya, c'est même au cannabis. Donc le problème, ce n'est pas d'instaurer la peur, non. Le problème, c'est d'instaurer la responsabilité. Aujourd'hui, quand vous êtes à Kinshasa, vous allez voir que les médias sont plus ou moins responsables. Regardez le traitement de RFI, par exemple. RFI, et à un moment donné, RFI parlait des villes stratégiques, des coins stratégiques, et ainsi de suite. Lorsque je les ai invités dans mon bureau, j'ai dit à la DG que vous n'avez pas qualité de définir qui est une ville, qui n'est pas une ville. Nos villes, nos territoires sont constitutionnels et légalement reconnus. Donc vous n'allez pas appeler la commune de Mbandaka la ville de Mbandaka. Vous n'allez pas appeler la commune de Wangata ville de Mbandaka. Et ça, quand vous le faites à dessein. Et vous allez voir qu'ils ont changé leur manière de faire les choses. Nous avons apporté une paix relative, nous avons apporté un ordre dans ces secteurs-là. Et c'est un élément assez important, c'est ce qu'on avait besoin de ça. Nous sommes en 2023, quand il y a eu l'élection à Kinshasa. Il y aurait eu plein de sang si c'est ça qui ne s'était pas levé.
tous les médias allaient se mettre à publier les résultats, et ainsi de suite. Mais tout simplement parce qu'on a pris des mesures courageuses. Aujourd'hui, vous avez la paix que vous avez là. Et aujourd'hui, partout, quand vous faites le tour de la RDC, vous allez voir que sous notre mandat, les gouverneurs qui, dans le temps, fermaient des médias comme ils voulaient, aujourd'hui, les gouverneurs ne le font plus. Ils ne le font plus comme ils le faisaient quand on n'était pas encore au pouvoir. Maintenant, nous sommes arrivés, nous avons rationalisé ces choses, puisque nous avons mis un cadre permanent de discussion avec les gouverneurs qui vivent au quotidien les réalités locales. Donc, nous avons fait un travail que nous estimons être un travail assez important. Les pistes et les solutions, il n'y a qu'un seul mot, c'est la résistance. Résister. Et j'ai donné des pistes et des solutions. J'ai dit qu'il faut une responsabilité. J'ai donné une piste et des solutions. J'ai dit que le CESAC provincial, chaque CESAC au niveau provincial, doit travailler dans le sens de, non seulement de sensibiliser, mais de sanctionner quand il le faut. J'ai parlé des services de sécurité, j'ai parlé du vice-gouverneur, j'ai parlé de tout le monde. J'ai dit, c'est à vous d'avoir la responsabilité. Savoir laisser les gens parler librement, s'exprimer, mais aussi savoir contrôler pour que cette liberté ne devienne pas une sorte d'anarchie. Donc je crois qu'on a donné des solutions, je crois que aussi vous en avez besoin. Mon discours est là, hein. On peut toujours les imprimer pour vous donner, et c'est gratuit d'ailleurs de toute façon. Alors, M. Grady me pose une question de propos de l'ancien président. Je crois que je me suis prononcé sur la question. Ce sont des propos irresponsables, malheureusement, qu'un ancien président de la République ne devrait pas dire. Un ancien président de la République, c'est une colonne de paix. C'est un arbre de paix. En principe, il devrait nous aider le pays à retrouver sa dimension nationale et non d'aider le pays à se déconstruire. Mais je voudrais seulement vous dire une chose. Lorsque le chef de l'État disait que M. Kabila était le parrain de Nanga, les gens pensaient qu'il était en train de blaguer. Et il n'a pas fallu longtemps, lui-même s'est dévoilé être le véritable parrain de ces gens-là. Et c'est quand même dangereux parce que lorsque vous avez un ancien président qui soutient les terroristes, et vous avez à côté un ancien chef de corps qui lui aussi devient rebelle ou terroriste, c'est quand même compliqué. Monsieur Nanga est chef de corps, il est comme moi. Il a géré une institution d'appui à la démocratie qui est la CENI, comme moi je gère aujourd'hui le CESAC. Alors dites-moi, comment vous allez vous sentir si demain vous apprenez que moi aussi, je vais à l'est de la République, je deviens un rebelle, alors que j'ai géré une institution d'appui à la démocratie? Mais c'est une question de moralité tout simplement, il y a des choses qu'on ne fait pas. Non pas parce qu'on a besoin d'abstenir, ce n'est pas parce qu'on a pris ton carré minier, ce n'est pas parce qu'on a pris ta maison que tu deviendras demain je crois, un rebelle. Je pense qu'à un moment donné, nous devons comprendre que le Congo nous appartient tous. Et notre but, c'est celui-là, c'est de vous sensibiliser, de vous dire à vous, la jeunesse congolaise, à vous, les étudiants, ne tombez pas dans la manipulation. Ne tombez pas dans cette... voilà, dans cette manipulation-là. Et résister, c'est-à-dire, lorsque vous avez un tweet, lorsque vous avez un message qui n'est pas bien, ne le relayez pas. Soyez responsables pour que le mal s'arrête avec vous. Monsieur Moïse a parlé des prêtres qui font un travail important. Personne n'a contredit le travail des prêtres. Personne n'a contredit le travail des prêtres. Personne n'a dit que le prêtre faisait un mauvais travail. Et j'ai dit encore, j'ai nuancé, j'ai dit certains prêtres, pas tous. Le bon prêtre, il y en a. Ceux qui font un bon travail, il y en a. Ceux qui prient en silence, il y en a. Donc, il ne faut peut-être pas que l'on mélange les choses. C'est avec plaisir que je vous suis. C'est vraiment un grand plaisir parce que c'est vrai, vous m'avez enseigné. Et je suis très fier de dire, mais est-ce que je vous dépasse? Je ne crois pas. Je pense que j'ai toujours... je ne vous dépasserai pas. Il n'y a pas que vous qui m'avez enseigné. C'était, pardon, le professeur. Qu'est-ce que je dis? Le professeur, c'est un sacrilège, je veux dire, le professeur. Il m'a aussi enseigné. Donc c'était un honneur. Il y a aussi mon autre enseignant qui m'a enseigné le latin, qui est là. Donc c'est une fierté pour moi. Et dans mon esprit, je ne vous dépasserai jamais. Vous êtes là où vous êtes, je suis là où je suis. Et sur votre bénédiction, j'irai accorder à vous. Donc voilà, donc la RASUP, si vous voulez, l'idée principale, c'est de vous demander au peuple congolais de résister. Nous devons nommer les choses. C'est ça notre but. Je suis venu vous dire, nommer les choses. Nous devons démystifier le mythe rwandais. Le Rwanda a construit un mythe, a construit un récit qui n'est pas vrai. Nous devons, nous, en tant que peuple congolais, les déconstruire. Aujourd'hui, quand vous regardez, si vous êtes avec un Rwandais, dans la conception des Congolais, ils vont dire Rwandais wana a infiltré. Lorsque vous voyez, même si vous êtes un général, lorsqu'on vous voit seulement avec un Rwandais à côté, on va dire ah, Rwandais wana a espionné.
On ne dira jamais que Congolais est espionné Rwandais. C'est ça ce qu'on appelle la faillite de l'esprit. Quand nous avons cédé, on a capitulé. Alors il ne faut pas capituler. Il ne faut pas croire que les Rwandais sont plus intelligents que nous. C'est faux. Nous avons étudié dans les mêmes écoles avec eux et on les dépassé aussi. Il ne faut pas croire que ce sont des gens extrêmement intelligents. C'est faux. C'est une histoire qui ne tient pas debout. Freud, que ce soit Freud ou Montesquieu, ou si vous voulez, comme il m'a demandé d'être congolais, le professeur Kamara qui a parlé de l'imbécilisation collective, tous ces gens, personne d'entre eux n'a attesté que les Congolais étaient moins intelligents que ces gens-là. Nous sommes autant intelligents. Notre faiblesse, c'est que nous ne croyons pas en nous. C'est ça notre plus grande faiblesse. Commençons d'abord par croire en nous et à devenir ce que nous voulons devenir. Lorsque Kagame dit aux gens que Tshisekedi a été mal élu en 2023, j'ai envie de poser à Kagame, mais qui de celui qui a 73% et celui qui a 98% peut se prévaloir d'une bonne élection? Monsieur Kagame est élu à 98%. Monsieur Kagame n'a pas d'opposant chez lui. Sa parole c'est oui et amen. C'est quoi l'état de droit chez lui? C'est quoi l'état de la presse là-bas chez lui? C'est quoi? Il n'y a rien. Voyez-vous? Donc c'est à nous de déconstruire ces mythes qu'il a construits depuis longtemps. Mais comment on le fait? En participant, en écrivant, en tweetant, en rapportant des choses. Comment 800 000 morts peuvent faire autant de bruit que 6 millions de morts? Comment? C'est à nous de vendre notre société. Mais comment on va la vendre si on se contredit dans tout? On n'est pas d'accord sur tout. Et nous cherchons des raisons pour nous diviser, au lieu de chercher des raisons pour nous unir. Moi, je pense même que l'armée devait nous servir même à nous unir. Mais vous voyez comment certains Congolais se moquent de l'armée. Moi, j'ai vu des vidéos où un Congolais a regardé un policier. Vous avez vu ça où? Aux États-Unis, vous ne touchez pas un policier, vous ne le touchez pas. Si vous touchez un policier, vous savez vous-même que c'est fini pour vous. Plus aucune entreprise ne vous prendra. Parce que vous avez touché un policier. Mais regardez les regards que nous avons des policiers, les regards que nous avons des militaires. Qui est ce militaire? Le militaire, c'est celui qui pouvait devenir architecte. Il a dit non. Le militaire, c'est le premier patriote de notre pays. Il a renoncé à tout ce qu'il peut devenir pour protéger l'intégrité du territoire. C'est pourquoi vous allez voir aux États-Unis, lorsque vous voyez un militaire, même s'il était au bout du fil, tout le monde laisse la place pour qu'il passe en premier, qui se serve. Lorsque vous êtes dans une station et qu'un militaire vient, vous vous écartez, vous laissez les militaires se servir. Et puis, vous allez vous servir après. C'est ça la conscience nationale. Nous la concevons comment? Qui sont parmi nous? Qui? Parce que dans notre conception, le soldat, ce n'est pas notre ami, ce n'est pas notre bouclier. Et c'est ça que je dis, soyons d'accord sur certains points. L'armée, nous devons protéger l'armée. Nous devons, à ce moment ici, soutenir l'armée. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour Lomboto, jeune de l'Équateur? Monsieur le Président du CESAC, nous avons suivi avec intérêt et à l'entrée de votre intervention, vous nous avez dit, vous avez commencé par un adage en disant que la plus grande pauvreté, ce n'est pas l'absence de richesse matérielle qu'on sort, mais c'est lorsque la personne est en incapacité de réfléchir. Et lorsque la ville de Goma était tombée entre les mains des rebelles, nous avons suivi, nous recevons des informations à travers les médias sociaux et voire d'autres canaux de communication. Et vous êtes passé sur Top Congo pour dire et intimider, je ne sais pas si le terme n'est pas approprié, que tout média qui prononcerait que Goma est tombé, le matin ou soit quelques heures après, vous allez fermer ces médias. La question que moi je vais vous poser, est-ce que dire la vérité en temps de guerre ou en temps de crise est une infraction? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, est-ce qu'en temps de crise ou en temps de guerre, les droits à l'information n'est-il pas garanti? Ça, c'est la deuxième question. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous êtes allé plus loin, même à interdire le fonctionnement de TikTok, qui est un média social qui nous permet de communiquer, et si on prenait en compte cette logique que vous avez prise, on fermait même Facebook et d'autres médias,
Aujourd'hui, si la ville d'Ouvira est épargnée, c'est grâce à la résistance des patriotes. Ouazalé Bono l'a fait dans les ici. Ils ont résisté et jusqu'aujourd'hui, la ville d'Ouvira est épargnée. Mais si les gens d'Ouvira n'avaient pas d'information, lorsque Bukavu tombait, ils restaient là, il n'y a pas d'information. Est-ce que ces patriotes-là pouvaient avoir le temps de s'organiser et contrer l'avancée de l'ennemi? Là, vous allez nous éclairer là-dessus, monsieur le président. Et nous aimerions que vous puissiez nous éclairer très clairement ce que vous appelez les contenus rwandais. Je ne suis pas trop parti faire sur les réseaux sociaux, je lis souvent. J'aimerais que vous nous spécifiez c'est quoi un contenu rwandais que l'on ne peut pas diffuser. Je cite. Je me présente, moi c'est M. l'abbé Hilaire Djonjo. Je suis étudiant à la faculté de droit, ici à l'université de Mbandaka. Et en même temps, je suis responsable de la commission diocésaine du justice au niveau de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro. Je ne pouvais pas faire passer cette conférence sans prendre la parole face à certains propos que vous avez tenus à l'égard des catholiques. Étant catholique et prêtre par surcroît. Voilà, merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette conférence. Je voudrais aussi certainement, il s'agit d'une conférence débat, accepter qu'il y ait aussi un autre son de cloche par rapport à cela. Vous avez fustigé la démarche entreprise par l'Église catholique et les CC dans le cadre du pacte social pour la paix en RDC, laquelle démarche a été, je pourrais dire, validée par le président de la République, parce qu'ils sont partis voir le président de la République et ils ont communiqué avec eux. Nous avons vu les images à la sortie de cette rencontre, et il y a eu même une déclaration. Ça, c'est incontestable par rapport à ça. Et d'ailleurs, je pourrais dire même cette démarche aussi, il y a l'honorable Eliezer avait voulu avancer, disons, abonner dans le même sens que vous, en voulant attaquer l'Église. Et je pense que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, l'a recadré pour dire qu'il ne faut pas parler des choses dont vous n'avez pas la maîtrise. C'est pour dire que je voudrais vous poser la première question. Est-ce que vous avez lu les thèmes de référence de la démarche entreprise par les évêques par rapport au pacte social? Si vous avez lu les thèmes de référence, je pense que vous ne pouviez pas fustiger le comportement de certains ecclésiastiques, à l'occurrence ici l'Église catholique et les CC, quand ils ont pris des photos avec M. Nanga et peut-être avec M. Kakame. Pourquoi quand je dis ça? Parce que nous, en philosophie, et je suis philosophe, hein, en philosophie, nous parlons du contexte. Il faut situer chaque chose dans son contexte. S'il n'y avait pas le contexte de pacte social pour la paix, je pense que vous n'allez pas voir cette photo. Et alors, quand on sort du contexte, eh bien, on donne une autre connotation à la démarche entreprise par telle ou telle personne. Et le contexte précis, c'est le contexte du pacte social pour la paix. Ce qui vous gêne, je voudrais savoir si ce qui vous gêne, c'est la photo, parce que vous avez cité Poutine, mais moi j'ai vu aussi une photo qui circulait, la première ministre a donné la main à Kagame lors d'une rencontre internationale. Est-ce que cette photo aussi peut vous choquer? Si ça ne vous choque pas, pourquoi l'autre photo vous choque? Je voudrais avoir une réponse par rapport à ça. Et j'ai senti que, bon, je pense que les autres ont dit soulever ça. J'ai vu que vous êtes sorti d'un débat scientifique pour aboutir à un débat politique. Parce que je ne vous ai pas vu dans votre casquette scientifique. D'autant plus que quand vous êtes sorti du casquette, ou de notre casquette plutôt scientifique, vous avez commencé à faire de la politique. Et bien sûr, il y a aussi des scientifiques qui font de la politique, on ne peut pas séparer la politique de la science. Mais quand vous avez commencé à parler avec beaucoup d'émotion à l'égard de ce que les évêques ont fait, et puis de ce que certainement
nécessaire à faire. Et vous êtes allé un peu plus loin pour dire que voilà, est-ce que vous avez posé la question pour savoir qu'il ne faut pas, on parle de soins de fond. On a attaqué quelque part, on a parlé de... Il y a un ecclésiastique certain. Au début, vous avez parlé de l'église catholique. Je suis très content parce que après vous avez corrigé, vous n'avez pas appelé l'église catholique, vous avez parlé de certains prêtres. Alors il faut distinguer les prêtres de l'église catholique. L'église catholique, ce n'est pas seulement les prêtres. L'église catholique, il y a aussi des laïcs qui sont là. Donc il y a une différence très importante. Et puis, vous avez parlé de Soifone, c'est un des discours de haine, et par-ci par-là. Mais vous êtes tombé dans le même piège quand vous avez commencé à fustiger l'église catholique, à parler de l'église catholique très négativement. À un certain moment, vous avez aussi incité les gens aussi à haïr l'église catholique. Alors, je pense que vous avez affirmé une chose et son contraire. Bon, voilà, je ne voudrais pas monopoliser la parole, je m'arrête là. Le premier problème, c'est d'abord la politisation. Mais c'est quoi le gage? C'est la loi. C'est ainsi que nous sommes en train de nous battre pour dépolitiser sensiblement le média, pour que le média n'appartienne plus de façon directe aux politiciens. Voilà pourquoi nous avons exigé que le directeur de programme, que le directeur de publication soient des professionnels, des journalistes de carrière, pour essayer un peu d'atténuer le choc. Mais sinon, ce n'est pas une tâche facile, c'est très difficile. Parmi les défis les plus importants que nous rencontrons, c'est cette histoire de TikTok, cette histoire de Facebook, la numérisation aujourd'hui. C'est un élément important parce que c'est un véhicule de la manipulation, des fake news, de la désinformation. Et il y a aujourd'hui de nouveaux concepts, on parle du dysfonctionnement de l'information. C'est un concept qui met ensemble tous les éléments. Malformation, désinformation, mésinformation, fake news et tout le reste. Donc nos défis sont ceux-là et puis nous sommes en train de travailler pour régler ce problème-là. Monsieur Samuel pose la question de savoir les journalistes communicateurs. Ça n'existe pas que chez nous. Ici nous avons inventé des concepts comme journaliste engagé. Il est engagé dans quoi et pourquoi? Parce que la profession déjà t'engage à être déjà engagé. Donc pourquoi être engagé encore à une chose? Ailleurs, il y a des journalistes qui sont engagés dans d'autres choses. Dans l'écologie par exemple, ils sont engagés dans une autre science, dans une autre discipline. Mais ici, vous avez des journalistes engagés, alors ils camouflent cela. Quand un journaliste parle, vous avez l'impression que c'est un politicien qui parle. Alors il faut, à un moment donné, je vais utiliser le terme qui pourra choquer, mais il faut sanctifier la profession pour que le véritable journaliste reste journaliste avec une distance de fait. Donc on ne peut pas concevoir un journaliste qui soit en même temps communicateur d'un parti politique, c'est totalement inimaginable. Mais les éditoriaux, oui. Les éditeurs, oui, eux peuvent avoir leur penchant. On peut le voir dans les colonnes de tous les médias français, tous les médias américains, ouais, qu'un éditorial porte un penchant. Ça peut se comprendre, mais pas pour un animateur télé et tout ça, et sinon c'est très compliqué. Alors, vous avez dit, moi depuis que je suis au pouvoir, je ne critique plus. Mais c'est comme si vous dites à un arbitre, pourquoi il ne marque plus de but? Je suis arbitre maintenant, je ne peux plus marquer de but. Même si les réflexes, j'ai encore des réflexes. Mais je suis maintenant arbitre. Je ne suis plus joueur. C'est un peu comme si vous voyez Zidane, vous dites, mais oh, Zidane a marqué sous ma but. Mais un coach, il a marqué but. Le Tinga, si vous êtes arbitre, il a marqué but. Même sur mon niveau, vous se dit, ah, il fait un haut, il fait pas qu'il y ait un mais tu ne peux plus. Parce que tu es arbitre. D'accord? Mais si le chef de l'État décide de me remettre sur le terrain, vous allez voir des véritables buts. Au moins, on a dribble la chose, le spectacle perd rien. Mais pour l'instant, on va encore arbitrer pendant un moment, siffler jusqu'à ce que les choses vont bien se passer. Donner des rouges, des jaunes, comme on peut le faire. Monsieur Yves Lomoto, je crois que j'ai terminé par Monsieur Yves Lomoto. Non, Monsieur Yves Lomoto parle de le piège. Alors, Monsieur Yves Lomoto, encore une fois, c'est ce que nous disons. Généralement, au Congo, quand vous prenez quelque chose, vous coupez les extraits. Et c'est ça le danger des réseaux sociaux aujourd'hui. Vous ne prenez que des extraits et vous les sortez de leur contexte, comme M. Labbé l'a dit, et ça devient un prétexte. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas dire que Goma est tombé. Jamais dit ça. Et je dis, parce que la phrase, vous ne l'avez pas terminée, je dis, ne dites pas que Goma est tombé sans un expert sur votre plateau. C'est ce qu'on a dit. Je n'ai jamais dit que ne dites pas que Goma est tombé. Non, comment je ne vais pas dire? Comment je vais vous dire une chose pareille? Donc, dites que Goma est tombé, pourquoi vous êtes tombé si vous voulez, mais il faut qu'il y ait une autorité. Comment vous pouvez dire que Malaga 2 est tombé, alors que
sur votre plateau, il n'y a pas la police, il n'y a pas l'armée, il n'y a pas le gouverneur, il n'y a pas le vice-gouverneur, aucune autorité. Donc vous le dites parce que vous voulez le dire. Oh non, parce que j'ai vu. Non, il y a la vérité sociologique et la vérité juridique et la vérité journalistique. C'est pas les mêmes choses. Donc accepter l'ordre de la discipline, ça peut faire mal, mais c'est comme un daquin sur la plaie, c'est pour votre avantage. Vous parlez de droit de l'information. Oui, mais c'est parce que vous n'avez pas lu complètement la Constitution. La Constitution garantit la liberté de l'expression, mais la Constitution elle-même limite ces droits-là dans des conditions extrêmes. Dans des conditions extrêmes, les mesures sont extrêmes. Dans un temps normal, le droit à l'information est garanti. Mais dans des moments où c'est difficile, comment on va parler d'un droit lorsque la sécurité n'est pas respectée, lorsque la sécurité n'est pas garantie? Vous êtes venu ici parce qu'il y a la sécurité, n'est-ce pas? Mais s'il n'y avait pas la sécurité, est-ce que vous allez venir ici? Donc c'est comme ça. Il faudrait comprendre que, comme je l'avais dit, j'ai cité Thomas Hobbes, la liberté cède toujours sa place lorsque la sécurité est menacée. C'est le livre de Léviathan. Vous pouvez le lire. Ceux qui font le droit comprennent ce que je suis en train de dire. Alors vous avez parlé des canaux d'information. Alors vous dites que... Alors vous avez encore une fois une mauvaise façon de voir les choses. Vous considérez que les gens de Ouvira et les autres n'ont que TikTok comme information. Comment on vivait à l'époque avant TikTok, avant Facebook? Comment les gens avaient des informations? Vous pensez vraiment que l'armée congolaise, la police, les services de sécurité n'ont que pour seul canal d'information TikTok ou Facebook? Non, mais là, ce n'est même pas comprendre la sécurité. La sécurité va au-delà de vos petits canaux de communication, TikTok et ainsi de suite. Et encore une fois, TikTok et Twitter, personnellement, j'ai vu les responsables à New York, j'ai vu les responsables en Côte d'Ivoire, j'ai vu les responsables en Europe, en France, un peu partout. Je les ai rencontrés et je leur ai dit la même chose. TikTok sert à la dépravation de mœurs aujourd'hui. C'est un véhicule de la dépravation de mœurs. Je n'ai pas honte de le dire. TikTok sert aujourd'hui à la propagande des rebelles. Les jeunes enfants sont enrôlés parce qu'ils ont suivi des messages sur TikTok. Si TikTok ne nous aide pas à faire une médiation sérieuse dans ce réseau social, nous serons obligés de les couper. Et on l'a dit plus d'une fois. Et nous sommes pour parler avec eux. Là où nous avons des problèmes sérieux, c'est avec Elon Musk. Twitter, c'est juste avec eux qu'on a des difficultés. Parce que pour eux, ils n'ont pas besoin de la démocratie. Disons, ils n'ont pas besoin de contrôle. Ils vous disent, fermez si vous voulez, ça ne nous concerne pas. Nous, on ne va pas changer. Nous leur avons dit la même chose. Nous, si on ferme Twitter, on ne perd absolument rien. Si ça va déranger la sécurité de la nation, on n'a pas de choix. Mais pour l'instant, vous avez vu vous-même que le chef de l'État a décidé personnellement de la réouverture de ces réseaux sociaux parce qu'il estime que ça fait partie de la démocratie. On est bien d'accord sur la question. Donc, mais vous devez le comprendre. Le contenu rwandais, parce que vous en parlez, M. Yves, le contenu rwandais, c'est toute sorte d'encouragement, si vous voulez, tout message qui concerne le Rwanda, qui va dans la déification du Rwanda, nous n'en voulons pas chez nous. Dans ma position, j'ai rencontré depuis 2 ans plusieurs ambassadeurs. Et quand ils viennent dans mon bureau parfois pour discuter sur des questions de liberté ou sur des questions autre chose, avant c'était, on a suivi que les FARDC tuent les civils. Vous l'avez suivi où? Dans une chaîne rwandaise. Je dis, bon, mais comment ça? Donc les chaînes rwandaises étaient des chaînes qui n'étaient là que pour distraire les ambassadeurs. Et nous avons pris la mesure, et la mesure était difficile. Et moi, je crois l'avoir dit au chef de l'État. Et je l'ai annoncé après. Nous avons pris la mesure, et j'ai dit au président de la République après. Monsieur le Président, nous avons fermé les chaînes rwandaises, et ainsi de suite. Il m'a dit, Monsieur Bosembe, faites votre travail et n'ayez peur de rien. Du moment où vous êtes dans la loi, agissez. Et on agit. La même chose. Avec TV5, nous leur avons dit, ne faites pas passer les émissions rwandaises chez nous. Si vous le faites, on va fermer votre média. Et heureusement, eux-mêmes ont compris, ils l'ont fait. Donc ça va dans cette logique-là. Alors, un monsieur a parlé de chaîne Top Congo et Bossolo. Mais on n'a jamais fermé Top Congo. On n'a jamais fermé Bossolo, jamais de la vie. Et on ne le fera pas si ces médias respectent la logique. Mais s'ils ne respectent pas la loi, comptez sur moi, je le ferai volontiers. Même si c'est la RDC, je le ferai volontiers. Parce qu'il n'y a pas de médias supérieurs aux autres. Lorsqu'un média enfreint la loi, il faut agir. Et il faut agir convenablement. Alors, je crois que M. Ilongo parle
de M. Corneille Nangaa, je vous l'ai dit ici tout à l'heure, c'est totalement irresponsable de la part d'un monsieur qui a géré les institutions. Il aurait dû être la personne la plus importante à conserver notre paix. Parce que vous le savez, dans notre constitution, nous avons dit ceci. Ne peut avoir le pouvoir que par les urnes. Ça veut dire, nous avons consacré le mode de gestion chez nous. Le mode de gestion, c'est électoral. Nous devons avoir, il faut passer par les élections. Mais si nous commençons à boycotter cela, ça n'a aucun sens. Vous avez je veux dire, une administration qui vient de finir un mandat et qui commence un autre mandat. Une année seulement, et vous faites la guerre, vous réclamez le départ. Mais nous sommes dit, dans le nous communautaire, dans le nous majesté de la Constitution, nous nous sommes dit que quand vous avez le pouvoir, c'est pour faire 2 mandats, le premier et le deuxième. Ou si vous faites le premier, si vous ratez, vous n'êtes pas réélu, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous n'avez pas encore épuisé vos deux mandats, comment quelqu'un peut venir interrompre ce mandat-là? Si quelqu'un interrompt ce mandat, ça veut dire qu'il interrompt le cycle électoral, disons, le cycle démocratique. Et le cycle démocratique, c'est ce qui nous lie maintenant. Si nous déchiquetons la Constitution, plus rien ne nous lie. Le professeur Kalouba le dit si bien, le professeur Njoli, il parle de la statocide, c'est-à-dire l'assassinat de l'État. Et pour assassiner l'État, il faut toucher dans sa corde la plus sentimentale, la corde de la Constitution. Donc, M. Nanga ne peut pas avoir des revendications claires. S'il veut, il a des revendications qui se constituent en parti politique et qu'il attend 2028. Et 2028, il pourra revenir, dire au peuple congolais, on ne vous a pas donné ceci, on ne vous a pas donné cela, votez pour moi, je ferai ceci, je ferai cela. Mais si on sort de ces pactes-là, qu'est-ce qu'on devient? Si on sort de ces pactes, c'est fini, le pouvoir est dans la rue, et il n'y a pas pire que lorsque la rue gouverne. Donc voilà un peu ce que je voulais véritablement répondre à toutes vos questions. Je crois avoir répondu. Merci. On acclame très très fort pour le président. Nous progressons petit à petit vers la fin.